effective de PARC-DT1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations sur les essais cliniques ce soir. Je suis Rosalie Sarassois, gestionnaire de bénévolat et d'engagement communautaire pour PARC-DT1. PARC-DT1 est un leader mondial œuvrant pour un monde sans diabète de type 1, DT1, grâce à la recherche, au financement et à la sensibilisation. Nous soutenons les personnes et les familles atteintes de DT1 dès le diagnostic, en aidant les personnes atteintes à vivre une vie meilleure, plus saine, plus sûre, tout en travaillant à la recherche d'un traitement. Nous soutenons toute personne atteinte de DT1, quel que soit son âge ou son stade de développement, y compris la communauté adulte, souvent sous-représentée. Premièrement, nous reconnaissons que je me trouve sur les terres traditionnelles des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk et Haudenosaunee. La série éducative propose des informations sur un nouveau sujet à tous les 2 mois. Il s'agit de la première, et aujourd'hui, c'est les essais cliniques. Nous organisons également une série de connexions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois et le prochain sera le mercredi 28 mai à 19h. Nous sommes un grand groupe, alors pour minimiser les bruits de fond, nous vous avons mis tout le monde en sourdine. Et aussi, veuillez noter que nous enregistrons pour poster sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous voulez éteindre votre caméra, si vous ne voulez pas être sur vidéo. Il y a un bouton pour lever la main si vous avez besoin d'éclaircissement pendant la présentation. On vous invite à lever la main, mais nous avons également une fonction de chat. Et nous vous encourageons de poser vos questions dans le chat et nous essayons de répondre. Cette session aussi sera enregistrée et pourra être partagée avec vous demain. Alors, c'est ça. Les essais cliniques constituent une étape essentielle du processus de recherche et sont le seul moyen d'étudier la sécurité, la tolérance et l'efficacité de nouvelles thérapies, ainsi que de nouveaux traitements potentiels. Il peut s'agir de médicaments, de dispositifs, de plateformes de soins virtuels, de thérapies comportementales, d'éducation, etc. Sans eux, les médicaments ou les thérapies susceptibles d'améliorer la qualité de vie risquent de ne jamais atteindre les personnes qui pourront en bénéficier le plus. Alors, ce soir, moi, je vais commencer à vous présenter un petit aperçu sur les essais cliniques et après, je vais passer la parole au docteur Rémi Rabassa-Loret de Type 1 Better, qui nous donnera un aperçu du processus des essais cliniques de point de vue d'un chercheur. Dr Rabassa-Loret est endocrinologue à l'Institut de recherche de clinique de Montréal, l'IRCM, et au CHUM. Il est directeur de clinique du diabète à l'unité de recherche sur les maladies métaboliques à l'IRCM et professeur à l'Université de Montréal. Dr Rabassa-Loret a supervisé un nombre important d'essais cliniques dans le domaine du DT1, allant d'essais observationnels comme le registre Better à des essais interventionnels portant sur de diverses méthodes visant à améliorer le traitement du DT1. Alors, moi, je vais commencer un peu avec les essais cliniques. Alors, qu'est-ce qu'un essai clinique? Un essai clinique sont un type de recherche qui étudie de nouveaux tests de traitement et évalue leur effet sur la santé humaine. Alors, quand même, c'est très facile. Tout traitement développé en vue d'une éventuelle utilisation en clinique doit d'abord être testé dans le cadre d'un essai clinique. Il peut s'agir de médicaments, de dispositifs, de plateformes de soins virtuels, de thérapies comportementales, d'éducation, etc. Alors, je vais vous montrer un petit vidéo qui va, de 3 petites minutes, qui va vraiment expliquer les essais cliniques. Les essais cliniques. Vous en avez peut-être entendu parler, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde entend? Et comment influence-t-il votre santé et celle de vos proches? C'est pourquoi Excusez-moi. FRDJ est là pour tout expliquer. Les essais cliniques sont des études au cours desquelles de vraies personnes aident les scientifiques et les médecins à déterminer si les nouveaux traitements sont sécuritaires et efficaces. Toutes les découvertes médicales de l'histoire ont été soumises à un essai clinique. Aujourd'hui, de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1 portent ce que l'on appelle un système de surveillance du glucose en continu ou SGC qui fournit des lectures de la glycémie en temps réel.
Cela leur permet de mieux contrôler leur glycémie et d'éviter potentiellement des complications à long terme, telles que la perte de vision ou une maladie Excusez. rénale. Mais les SGC ne sont réellement utilisés que depuis une vingtaine d'années. Comment les dispositifs et traitements médicaux sont-ils passés d'être une idée dans un laboratoire de recherche à être utilisés par des millions de personnes dans le monde entier? Les essais cliniques. Voici comment fonctionnent les essais cliniques. Tout d'abord, les chercheurs testent le dispositif ou le médicament en laboratoire ou dans un cadre préclinique. Il s'agit de la phase préclinique. En fonction de ces résultats de laboratoire, Santé Canada approuve la recherche sur l'humain. Après la phase préclinique, les essais passent à la phase 1. La phase 1 concerne la sécurité. Un petit groupe de volontaires est soigneusement sélectionné pour examiner comment le traitement affecte l'organisme, s'il doit être administré sous forme de pilule, d'injection ou autre, et quel doit être le dosage. La phase 2 teste le traitement sur un groupe plus important de volontaires d'essais cliniques atteints de la maladie ou de l'affection pour laquelle le traitement est développé. En moyenne, de 100 à 300 personnes aideront à déterminer les effets secondaires et l'efficacité. La phase 3 compare le nouveau traitement au traitement déjà disponible. Plusieurs milliers de volontaires sont généralement nécessaires pour cette phase. Si le nouveau traitement s'avère efficace, il est mis à la disposition du public. Maintenant que vous savez ce que sont les essais cliniques, vous vous demandez peut-être s'ils sont sécuritaires. La réglementation de Santé Canada exige que tous les volontaires des essais cliniques reçoivent une explication complète de l'étude, y compris des risques potentiels. Tout au long de l'étude, les participants sont en contact régulier avec des médecins, des infirmières et d'autres fournisseurs de soins de santé qui surveillent rigoureusement leur santé. Les essais cliniques sont entièrement volontaires. Vous ou votre enfant pouvez changer d'avis à tout moment pour n'importe quelle raison. FRDJ finance régulièrement des essais cliniques dans de nombreux domaines de recherche qui visent à améliorer et à créer de nouvelles thérapies pour les personnes atteintes du diabète de type 1 et de ses complications. Notre objectif ultime est de découvrir des thérapies de guérison potentielles pour le diabète de type 1. Malheureusement, de nombreux essais cliniques sont retardés ou échouent parce que les médecins ne parviennent pas à trouver suffisamment de participants. C'est pourquoi FRDJ encourage tout le monde à considérer de participer à des essais cliniques afin de contribuer à la réalisation de sa mission qui consiste à accélérer les percées qui changent la vie pour traiter, prévenir et guérir le diabète de type 1 et ses complications. En tant que volontaire d'un essai clinique, vous jouez un rôle crucial dans les futures découvertes médicales et vous aidez les futurs patients. Pour en savoir plus sur les essais cliniques et trouver des façons de vous impliquer, visitez frdj.ca/la. Je vais arrêter parce qu'on n'est plus FRDJ maintenant. Recherche. Alors, attendez, Les essais cliniques. Je vais aller à la prochaine. Excusez-moi un petit moment. Parfait. Alors, comme vous avez vu, notre film a été fait quand on était FRDJ avant. Nous avons changé notre nom à partir d'été1 en novembre 2024, mais tout le reste, l'information reste la même chose. Alors, comme vous voyez ici, voici différentes. Ça, c'est qui était avant des pompes à insuline et des glucomètres antérieurs avant. Alors, pourquoi la recherche prend-elle autant de temps? Retard dû au recrutement. C'est ça qui se passe beaucoup. 80% des essais sont retardés en raison d'une faible participation. Les personnes vivant avec le DT1 ne savent pas où trouver les informations ou les équipes de soins les informent pas. Il y a aussi des suivis à long terme. Des essais portent sur la façon dont les personnes réagissent au traitement et leur évolution dans le temps. Alors, peut-être ça prend 1 an pour recruter des participants et les participants doivent être longtemps dans leur traitement. Et aussi, il y a plusieurs phases d'essai. Comme on a vu sur la vidéo, il y a 3 phases, des fois 4 phases. Première phase, assurer la sécurité. Deuxième, comparaison avec l'absence de traitement. Et troisième, comparaison avec les traitements existants. Alors, c'est pour ça que la recherche prend longtemps. Alors, il y a des phases des essais cliniques, comme on a déjà parlé. Il y a des essais précliniques qui étudient la sécurité, les tests sur les modèles animaux.
Et ça, c'est vraiment, ici, c'est la vallée de la mort qu'on dit. Et PARCI-DT1 contribue beaucoup au financement ici pour combler de rentrer de l'essai préclinique à la phase 1. Alors, c'est là qu'on met beaucoup de nos sous. La phase 1, validation de principe, comme vous voyez. La phase 2, c'est la phase pilote. Et la phase 3, charnière, pour voir si c'est efficace, s'il en existe d'autres traitements. Et là, Santé Canada doit fournir des approbations à 2 étapes ici. Alors, pourquoi on a parlé un petit peu les gens ne savent pas où trouver les essais cliniques? Bien, notre site web, le site web de PARCI-DT1, et on va mettre le site exact dans le chat. Nous avons notre localisateur d'essais cliniques sur le DT1 sur notre site. Il est mis à jour toujours. Et là, vous pouvez chercher des essais cliniques dans votre région pour voir qu'est-ce qui est ouvert, si c'est les essais cliniques qui vous intéressent, etc. Vous pouvez aussi faire une recherche sur la distance de déplacement, si c'est virtuel, les âges, et tout ça est sur notre localisateur, qui est très facile d'aller voir si vous voulez participer. Et ce n'est pas tous des recherches, et Dr. Abassaloré va parler de ça sûrement, ce n'est pas toujours des recherches sur les médicaments ou un nouveau diapositive. Il y a beaucoup de types d'essais cliniques qu'on va parler ce soir aussi. On peut aussi, sur notre localisateur, s'inscrire aux alertes. Alors, tous les essais cliniques en cours de recrutement sur le DT1 au Canada sont sur notre localisateur. Il suffit d'un courriel pour recevoir l'alerte. On peut accéder à l'outil sans s'inscrire. Il y a des explications pour les non-spécialistes. Alors, beaucoup de vulgarisation, c'est facile de lire, c'est quoi. Et c'est pour les fournisseurs de soins de santé ou les personnes qui vivent avec le DT1. Et aussi, vous pouvez toujours demander des questions à notre site, à notre courriel essai-clinique@PARCI-DT1. Alors, moi, je vais arrêter et je vais laisser la parole à Dr. Rémi Rabassa-Lorey. Bienvenue, Dr. Rabassa-Lorey. Merci beaucoup. Je vais partager à mon tour mon écran. Oups. Et me mettre en plein écran. Alors, peut-être avant de commencer, basé sur la présentation que vous avez faite, on va essayer d'imaginer que les gens qui sont là ce soir pour nous écouter sont en fait dans mon bureau au centre de recherche, à l'Institut de recherche clinique de Montréal pour participer à une étude. Quand on en arrive là, il y a eu tout un processus administratif avant qui est justifié, mais lourd et lent, qui aboutit à l'autorisation de mener une étude. Il y a des comités qui ne nous font pas de cadeaux, pour le dire gentiment, mais à juste titre pour ça, dans lequel il y a des scientifiques, des gens en légal qui signent, et aussi des représentants des patients. Et quel que soit le type d'étude que l'on va faire, je dis toujours à un ou une participante potentielle qu'il n'y a dans aucun cas, que ce soit pour le diabète de type 1 ou pour autre chose, d'obligation de faire une étude, et il n'y a aucune obligation de compléter une étude qu'on a débutée, et tout ça est complètement indépendant des soins. Alors, le patient doit normalement avoir eu le temps de réfléchir. Il reçoit un document, souvent un petit peu trop long parce que chacun veut y rajouter son morceau, mais qui explique surtout les inconvénients avant d'expliquer les avantages. C'est comme ça, comme vous l'avez très bien dit, qu'on a développé les lecteurs en continu de la glycémie. Je suis assez vieux pour avoir vu le premier placé sur un patient en décembre 1999, en tout cas dans mon milieu à moi, les pancréas artificiels, les nouvelles insulines, par exemple. Mais on va le voir, il y a d'autres sortes de recherches. On peut, en répondant à des questionnaires, des fois énormément apporter. Donc, comme vous l'avez dit, il y a différentes sortes de recherches. Et puis, un des premières sortes de recherches qu'il y a, c'est la recherche fondamentale, qu'on appelle aussi préclinique. Ça va viser à comprendre des mécanismes.
Par exemple, comment l'insuline agit sur certains tissus, qu'est-ce qui fait qu'une cellule bêta qui produit l'insuline est attaquée par le système immunitaire, ou au contraire, comment on pourrait la modifier pour la protéger, quelles sont les cellules du système immunitaire qui sont importantes. Il y a un type de recherche aussi qu'on appelle la recherche épidémiologique. C'est souvent assimilé à la recherche clinique, mais c'est un petit peu différent, où on va observer ce qui se passe dans des populations. Aussi bizarre que ça puisse paraître, pour le Québec où on se trouve, le gouvernement est incapable de nous dire combien il y a de personnes avec le diabète de type 1, et dans les grandes banques de données comme la RAMQ, on n'est pas capable de savoir qui vit ou qui ne vit pas avec le diabète de type 1, ce qui pose d'énormes problèmes. C'est pour ça qu'on a développé des cohortes, des grands groupes de patients, comme la cohorte Better, sur lequel je vais prendre plusieurs exemples. Puis la recherche clinique, telle qu'elle était décrite dans la petite vidéo avant, c'est par exemple de développer des nouveaux tests diagnostiques. Par exemple, je vais passer une partie de la présentation à dire qu'une des avancées qu'on attend cette année, c'est la capacité, au moins dans un projet pilote, de dépister si certaines personnes qui n'ont pas encore le diabète de type 1 pourraient être à risque de le développer dans les prochaines années. Donc, il faut développer des outils pour ça. Puis après ça, il ne suffit pas d'avoir les outils puis de se dire, allez hop, on se lance. Il faut réfléchir un peu avant de plonger pour savoir si on a la profondeur suffisante pour faire ça. Il y a les nouveaux médicaments, les nouvelles insulines. Vous avez peut-être vu les publicités nombreuses, peut-être trop nombreuses, sur cette insuline qui s'injecte une fois par semaine. Est-ce qu'elle est bonne ou pas pour les patients avec le diabète de type 1? Et puis, la révolution de ces dernières années, qui n'est pas obligée que tout le monde ait, mais les pancréas artificiels ou dispositifs d'administration automatisée de l'insuline, où nos collègues français, pour une fois, ont un terme qui est plus simple, qui s'appelle la boucle fermée, donc les pompes qui parlent au capteur et qui s'ajustent au niveau glycémie. C'est clairement quelque chose qu'on ne doit pas obliger un patient à avoir, mais qui est une option qui est importante aux limites du coût et du remboursement. Après, il y a d'autres limites, bien sûr, mais les principales, c'est vraiment le coût et le remboursement. Alors, si on essaye maintenant de regarder, comment j'arrive à passer la diapositive suivante? Eh ben, on va le passer là. Si on essaye maintenant de regarder ces phases qui sont là, c'est ce qui ont été décrits dans la petite vidéo. Première phase, ça va être testé sur quelques dizaines de personnes. C'est souvent des personnes qui ne vivent pas avec la maladie, donc dans le diabète de type 1, qui ne vivent pas avec le diabète de type 1. Donc, mettons, une nouvelle insuline va être testée avec ça, et on peut tester l'insuline. C'est les gens qui ne sont sans diabète. La phase 2, c'est là que la molécule va rencontrer, si on prend l'exemple de l'insuline, pour la première fois, des personnes qui vivent avec le diabète de type 1, mais aussi diabète de type 2. Puis la phase 3, c'est vraiment celle où on développe le médicament. Et bien entendu, entre la phase 1 et la phase 2, il y a de nombreuses molécules qui disparaissent, ou qui meurent au feuilleton, pour prendre une analogie politique. Et puis pareil, entre la phase 2 et la phase 3. Les phases 4, c'est par exemple après la mise sur le marché, d'aller dépister des choses plus rares, ou des fois, par exemple, il va y avoir des études pour des populations particulières comme la pédiatrie qui vont être faites après la mise sur le marché. C'est rare qu'un médicament soit développé d'emblée pour les enfants. D'habitude, on développe les choses pour les adultes, puis après ça, on ajuste ce médicament pour un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme chose? Puis j'ai pris trois éléments où je trouve que ça bouge beaucoup et où les recherches se font au Canada et au Québec en particulier. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir cette année le dépistage qui va devenir disponible au moins dans un projet pilote. Maintenant, il y a plein de gens et puis le but du dépistage, pardon, c'est d'arriver un jour à prévenir la maladie. Pour l'instant, on est peut-être capable de la retarder un peu. Après ça, il y a encore beaucoup de gens qui vivent avec le diabète. C'est important de s'occuper d'améliorer les soins. Puis on abordera à la fin, on effleurera les possibilités de guérison. Alors, qu'est-ce qui est, quand on parle de dépister pour les patients, qu'est-ce qui s'en vient avec ça? Alors déjà, c'est important de comprendre que le dépistage, ce n'est pas le diagnostic. Dépister quelqu'un qui serait à risque de développer le diabète de type 1, ça ne veut pas dire qu'il ou elle a le diabète de type 1. C'est un risque, et ce risque peut se traduire par la maladie un jour. D'abord, on n'est pas certain que ce risque va se traduire dans la majorité des cas. Et puis dans d'autres cas, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Alors quand on est à risque, on peut essayer de développer des traitements pour retarder, voire éviter la maladie.
C'est différent du diagnostic quand le diabète de type 1 est là et où on a besoin d'un traitement à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que la recherche ces dernières années nous a dit? C'est que là où on considérait le diabète de type 1 un peu classique quand les personnes le développent, c'est devenu maintenant le stade 3 parce qu'avant, il y a deux stades, puis avant, il y a encore plein d'autres stades qui sont les petites marches, qui sont à gauche de la diapositive. Alors, on est ou pas avec un risque plus ou moins élevé de développer le diabète de type 1, c'est la marche tout en haut de l'escalier, là où il y a le petit bonhomme, à un moment donné, il va se passer des choses qui vont faire que le processus d'auto-immunité, donc notre organisme va se mettre à détruire une partie de nos cellules ou en tout cas activer le mécanisme par lequel ça va arriver, qui est la réponse immunitaire, qui est la troisième petite marche, ben ça peut arriver. Puis on sait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à risque, c'est la petite hélice d'ADN à gauche, tout à gauche de la diapositive. On sait que, par exemple, quelqu'un qui est apparenté au premier degré, donc un enfant, un frère, une sœur, un parent de quelqu'un qui a le diabète de type 1, a 15 fois plus de malchance de développer le diabète de type 1 que quelqu'un qui n'a pas d'apparenté, mais on peut aussi retourner complètement cette phrase-là et dire que 85 à 90% des nouveaux cas de diabète de type 1 surviennent chez des personnes qui n'ont pas d'antécédents familiaux. Alors, une fois qu'on a cette réponse immunitaire, que notre système immunitaire s'est trompé, au lieu notre système immunitaire qui nous sert à nous défendre contre les bactéries, les virus, s'attaque contre les cellules bêta qui produisent l'insuline, on va avoir deux stades avant la maladie telle qu'on la connaît maintenant. Le premier stade, on va être capable de détecter plusieurs anticorps. Les anticorps, c'est les marqueurs que quelque chose est en train de se passer contre les cellules bêta. Ça, c'est le stade 1. On en a au moins deux anticorps. En fait, ce qu'on va avoir, c'est un panel de 4 anticorps. Puis dès qu'on en a deux, là, on sait que le risque augmente quand même pas mal. Le stade 2, c'est qu'on a encore au moins deux de ces anticorps. On peut en avoir plus malheureusement, mais là, on commence déjà à avoir des glycémies un petit peu élevées sans pour autant qu'elles soient au stade du diabète. Et par exemple, au stade 2, on sait maintenant que si on regarde assez loin dans la vie des patients, on parle ici de dizaines et de dizaines d'années, le risque, quand on est rendu au stade 2, donc des anticorps puis des glycémies qui montent un peu, le risque de développer le diabète de type 1, c'est quasiment 100%, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et le diagnostic classique du diabète de type 1, celui qui amène un patient souvent actuellement à l'urgence avec la soif, l'urination, le besoin de débuter l'insuline rapidement, c'est le stade 3. Puis le stade 4, c'est le diabète qui existe depuis de nombreuses années. Alors, bien sûr, le fait d'avoir ces anticorps qui sont disponibles, puis je vous fais grâce de tout le développement, il y en a eu plus que 4 qui ont été développés, il faut développer des méthodes qui sont comparables, il faut que si ce soit dosé à Montréal, à Toronto ou à Vancouver, ça veuille dire la même chose, il faut connaître quel est le seuil plus ou moins important et ainsi de suite. Mais il y a plein d'avantages. On a des grandes études qui ont été menées en Europe, en Amérique du Nord par exemple, qui montrent qu'on peut, si on identifie bien les gens à risque avant, éviter l'acidocétose au diagnostic. Et quand même, quand on rentre puis qu'on est à l'hôpital, la première fois qu'on ne savait pas qu'on vivait avec le diabète de type 1, qu'on arrive déshydraté avec des corps cétoniques dans le sang, de l'acidose, des fois on doit aller aux soins intensifs, tout ça est lourd et particulièrement ça peut même exposer à un risque de complications importantes qui va dans de très rares cas jusqu'au décès. Donc c'est loin d'être négligeable de dire ben, on va voir venir la maladie puis on va essayer d'éviter tout ça. On sait aussi que les gens chez lesquels on débute le traitement plus tôt sans qu'ils aillent jusqu'à l'acidocétose, ils vont garder une petite sécrétion d'insuline plus longtemps que d'autres et avoir un meilleur équilibre glycémique. Et au moins pour les premières 6-7 ans du diabète, ça va être un peu moins compliqué. Il y a toute une forme de diabète qui est en croissance très très importante qu'on appelle le LADA. Le LADA, c'est comme le diabète de type 1 qui survient chez les personnes plus âgées, chez les adultes, 30, 40, 50 ans, et qui est souvent confondu à ces âges-là au début avec le diabète de type 2, ce qui amène des retards diagnostiques et tout ça. Puis c'est vraiment un diabète auto-immun comme celui qui survient chez les personnes plus jeunes, mais souvent avec une entrée beaucoup plus progressive, moins brutale dans la maladie. Et donc souvent, le médecin de famille va confondre cette forme de diabète de type 1 tardif, qu'on appelle l'ADA, avec un diabète de type 2. Et donc les patients ne vont pas avoir le bon traitement dès le départ.
Bien sûr, surtout, on peut développer des traitements pour espérer retarder ou prévenir la maladie. On a maintenant d'autres maladies auto-immunes, cutanées ou rhumatologiques, où vraiment on a des médicaments qui sont capables de suspendre complètement le processus. On n'a pas encore ça pour le diabète de type 1, mais on espère l'avoir. Puis on peut se dire aussi que on peut peut-être se préparer un peu mieux à l'arrivée de la maladie. Maintenant, ça, c'est ce que l'industrie, c'est ce que tout le monde nous dit. Et puis, au milieu, là, vous avez le nom de ce médicament, le teplizumab, qui va arriver au Canada cette année, qui est déjà disponible chez nos voisins du Sud. Maintenant, il y a des tests qui peuvent être positifs alors qu'on n'est pas malade. C'est ce qu'on appelle un faux positif. Dans ces anticorps, il y a d'autres maladies qui peuvent faire qu'ils donnent l'impression d'être positifs et qu'ils ne le sont pas. Ceux qui ont été choisis, c'est très rare, mais ce n'est pas impossible. Il y a des faux négatifs. Il y a des fois où les anticorps ne sont pas présents, mais où la personne va quand même développer la maladie. Alors, le but de ce panel des 4 anticorps, c'est de minimiser le nombre de faux positifs et de minimiser le nombre de faux négatifs, mais ce n'est pas zéro. Une chose que les patients qui sont dépistés, qu'on voit très bien dans les autres pays, c'est des pays qui se sont lancés avant nous, comme l'Italie par exemple, eh bien, c'est qu'on ne sait pas quand la maladie arrivera. Et on est capable d'établir un pourcentage de risque. Vous avez malheureusement tant de pourcents de malchance de développer la maladie, mettons à un horizon de 10 ans, mais les gens d'entre vous qui vivent avec le diabète de type 1 savent bien, on n'est pas à 50% d'un patient avec le diabète de type 1, puis on ne sait pas quand ça va arriver. Il y a un impact psychologique non négligeable et que, basé sur l'expérience des autres pays, je crois qu'on peut dire officiellement que les médecins ont sous-estimé l'impact psychologique de savoir qu'on est dépisté à risque. Il peut y avoir un impact socio-économique. Par exemple, admettons que ça soit encore raisonnable de voyager dans un pays où les soins sont très chers, comme nos voisins du Sud. Eh bien, est-ce qu'on prendrait le risque d'aller voyager chez eux avec le risque qu'une hospitalisation aux soins intensifs coûte plusieurs centaines de milliers de dollars si on développait le diabète de type 1 pendant ce voyage? Puis, c'est à qui qu'on va déposer le dépistage? Comme je disais sur la diapositive d'avant, ben, il y a des gens qui euh, disent à tout le monde, mais on sait que les apparentés au premier degré des personnes avec le diabète de type 1 sont beaucoup plus à risque, mais en même temps, on sait qu'on va louper la majorité des gens. Puis tout ça va avoir des coûts. Vous n'êtes pas sans savoir que notre système de santé marche sur 3 pattes. Il y a les coûts du dépistage, puis il y a le coût du traitement. Mettons-nous dans un système compliqué qui ne serait pas celui qu'on souhaite, mais on pourrait imaginer dans le pire des cas que les dosages soient disponibles seulement au privé, que le traitement soit autorisé par Santé Canada et non remboursé, qui coûte extrêmement cher. Et donc ça mettrait par exemple les parents d'enfants qui auraient été dépistés positifs dans une situation moralement et économiquement très très délicate. Tout ça pour dire, c'est pas parce qu'on a des anticorps et un médicament qu'on n'a pas énormément de recherches à faire. Et si ces questions vous intéressent, sur le site de Type 1 Better, on a un sondage là-dessus justement pour essayer de mesurer la balance avantage-inconvénient. Je crois que ça ne veut pas du tout dire que ça ne va pas arriver, mais ça veut dire qu'il faut se préparer à bien expliquer aux gens s'ils doivent se faire dépister ou pas, de façon à ce que les personnes prennent les décisions éclairées. Et ça, c'est une recherche qui est moins palpable, mais tout aussi importante à mon avis. Alors, maintenant, il y a des gens qui vivent malheureusement déjà avec le diabète de type 1. On estime un peu plus de 300 000 au Canada actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Alors, comme je le disais tout à l'heure, à ma grande surprise, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, la RAMQ est incapable de dire combien il y a de personnes qui vivent avec le diabète de type 1 au Québec et qui sont couverts par le système public. Et la plupart des assureurs privés aussi n'ont pas cette information-là, aussi bizarre que ça paraisse. Alors, pour contourner ça, on peut construire des projets qui vont avoir des limites, mais qui peuvent aussi apporter énormément d'informations. Alors, par exemple, le projet Better, dont moi je m'occupe, c'est un projet qui a été co-construit avec des patients de façon à répondre à leurs besoins, parce que même si on admettait que la RAMQ, elle a
elle avait les informations, ce qu'elle n'a pas sur qui vit avec le diabète de type 1, ben peut-être qu'une hypoglycémie importante pour Martine, ce n'est pas la même hypoglycémie importante pour Robert, et ainsi de suite. Et donc, il y a du vécu des patients qui, de toute façon, ne sera jamais dans les banques de données des grands organismes. Et donc, pour réduire le fardeau, il faut aussi aller mesurer la fréquence des hypoglycémies et leurs conséquences qui n'existent pas dans les grandes banques de données. Et même les compagnies de lecture en continu de la glycémie sont peut-être capables de dire combien il y a eu d'hypoglycémie, mais une même hypoglycémie au volant de la voiture ou sur le sofa de la maison n'a pas forcément les mêmes conséquences en termes de frayeur ou d'inquiétude pour la personne qui la vit. Alors, pour vous donner des chiffres, on a maintenant un peu plus de 5000 patients. 5000 patients, c'est gros pour une étude, mais on doit reconnaître que par rapport aux 300 000 personnes qui vivent avec le diabète de type 1, ce n'est pas énorme. Eh bien, on voit, on a commencé en 2019, hein, on a vu dès le début qu'il y avait à peu près 10% des personnes qui s'inscrivaient au registre qui ont une forme tardive de la maladie, cette forme de diabète qui a souvent été méconnu au début, confondu avec un diabète de type 2, puis qui se révèle être un diabète de type 1 un peu plus tardif. La majorité des patients sont dans leur quarantaine, ils vivent avec le diabète depuis un peu plus de 20 ans. Puis on a vu une montée absolument fulgurante du nombre de personnes qui utilisent les lecteurs en continu de la glycémie. J'ai regardé les chiffres ce soir. Là, on est maintenant au-dessus de 90%. Donc l'immense majorité des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 utilisent aujourd'hui un dispositif de lecture en continu de la glycémie. Ça n'est pas obligatoire pour le traitement du diabète de type 1, mais je crois que ça montre vraiment que les avantages dépassent largement les inconvénients. Et la recherche a par exemple permis de faire en sorte que ce soit pas plus, pas moins précis qu'une glycémie au bout du doigt est suffisant dans l'immense majorité des cas pour prendre une décision. Le grand objectif du diabète, c'est le plus souvent de contrôler un peu mieux les glycémies. Il n'y a pas que ça, mais c'est un objectif central du diabète, mesuré par l'hémoglobine glyquée. Puis on a un gros tiers des patients qui atteignent ce chiffre-là. Et ce chiffre du nombre de patients qui atteignent ce bon contrôle des glycémies, l'hémoglobine glyquée en bas de 7%, est en montée constante, probablement reliée aux nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies comme la lecture en continu de la glycémie et puis les pompes qui peuvent parler au capteur. Malgré tout ça, pour prendre un exemple ici, les hypoglycémies en bas de 3 qui se traduisent quand même par des malaises non négligeables et un risque d'hypoglycémie sévère, celle où on n'est plus capable de se traiter tout seul, c'est presque 2 épisodes par semaine en moyenne que les patients ont. Et parmi les gens qui ont une hypoglycémie sévère, donc ces épisodes où on ne peut pas se traiter tout seul, on voit que les gens font en moyenne 2 épisodes à peu près par année. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui en fait, c'est à peu près 10% des gens qui font ce type de malaise, mais malheureusement, quand on a fait ce type de malaise, c'est un risque important d'en refaire. Alors, tout ça, ça ne semble pas être de la recherche au premier coup d'œil, mais c'est des chiffres très, très importants qui intéressent énormément le gouvernement et qui ont, par exemple, contribué à une meilleure couverture pour les gens qui vivent avec le diabète de type 1 des dispositifs de surveillance en continu de la glycémie. Alors, on voit aussi depuis 2019, quand on a commencé à lancer le registre à peu près à la même période de l'année qu'on est en ce moment, au printemps, on voit par exemple que les personnes qui utilisent les dispositifs de boucle fermée, donc le capteur, la pompe et le logiciel qui ajuste, a augmenté d'une façon très très importante en parallèle avec des systèmes qui sont plus importants, mieux faits. Et on fait beaucoup de recherches pour essayer de montrer les bénéfices de ces systèmes-là. Non pas que tout le monde ne devrait pas les utiliser, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais qu'actuellement, par exemple au Québec, la couverture, le remboursement de ces dispositifs-là pour les adultes est absent. C'est payé pour les enfants et pour les enfants qui deviennent les adultes, mais pas pour les adultes. Si on ne l'a pas débuté avant l'âge de 18 ans, il y a une mauvaise couverture et on fait beaucoup de recherches avec ces données-là pour tenter de convaincre le gouvernement que les choses devraient changer avec le temps. Et vous voyez sur la droite que malgré toutes ces technologies qui réduisent le pancréas artificiel, ça réduit les hyper, ça réduit les hypos et ça simplifie une partie des décisions, il reste encore un fardeau relié à l'hypoglycémie qui est très, très significatif. Et donc, ça fait partie des arguments aussi là pour justifier que les lecteurs en continu de la glycémie doivent être bien couverts et bien remboursés pour le diabète de type 1. Mais encore une fois,
tout le monde n'est pas obligé d'avoir ces dispositifs-là, même si on voit que plus de 9 patients sur 10 les ont adoptés, et donc il y a certainement des bénéfices importants. Alors, par exemple, dans les choses que le registre montre, et j'ai volontairement gardé ça compte tenu de la guerre que nos voisins du Sud mènent contre les études qui essayent de voir si les hommes sont différents des femmes et ainsi de suite, eh bien, on a vu, nous, dans le registre, que les femmes rapportaient plus d'hypoglycémie et que tant les hommes que les femmes rapportaient énormément de fatigue et d'anxiété après les épisodes d'hypoglycémie. Et ça, c'est un argument très, très fort auprès du gouvernement pour leur dire, même si on oubliait les différences entre les hommes et les femmes, et je suis convaincu qu'il y en a des différences très importantes, peut-être que les femmes ici rapportent mieux leurs épisodes, mais peut-être aussi qu'elles en font plus des épisodes. On est en train de regarder tout ça, mais la fatigue après les épisodes, ça c'est un argument important qui a joué un peu dans le fait de faire reconnaître le diabète comme étant une maladie qui est éligible à un crédit d'impôt, qu'un épisode, c'était pas juste 5 minutes, mais qu'il y avait des conséquences qui pouvaient persister après cet épisode. Alors, d'autres choses qui sont en émergence, puis j'ai volontairement choisi des choses qui font un petit peu jaser, c'est que moi, quand j'étais jeune médecin, le millénaire dernier, quand on m'a donné mes diplômes pour devenir endocrinologue, si j'avais dit que le diabète de type 1 pouvait être associé à des problèmes de poids, on m'aurait expliqué que j'avais rien compris, que ça c'était le diabète de type 2 et qu'il fallait que je retourne étudier une année tellement j'étais pas bon. Mais la réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité des patients ont des problèmes de poids, de surpoids ou d'obésité et que ces problèmes sont loin, loin d'être triviaux puisque ça nécessite plus d'insuline, la moyenne des glycémies est plus élevée quand on a un poids plus élevé, ces patients présentent un petit peu plus de complications et ces patients utilisent aussi plus de traitements, ce que l'on appelle adjuvants. Ça, c'est des médicaments développés pour le diabète de type 2 qu'on essaye de voir quelle est leur place dans le diabète de type 1. Puis je vais vous en donner un dont tout le monde parle, qui est l'Ozempic. Quelle est la place d'un médicament comme l'Ozempic ou les médicaments proches pour améliorer le contrôle du diabète de type 1? On est en train de regarder ça et à peu près 15% des patients dans le registre prennent au moins un médicament habituellement prescrit dans le diabète de type 2 pour essayer d'améliorer leur contrôle glycémique. Et là aussi, un jour, ce genre de recherche permettrait peut-être d'avoir des critères de remboursement pour des médicaments comme l'Ozempic dans des conditions particulières. Je ne dis pas du tout que tout le monde devrait en prendre. Alors, d'autres choses qui sont des fois plus triviales. On vient de publier, puis c'est passé dans un journal prestigieux qui montre l'importance. Est-ce que les patients devraient ou pas porter un identifiant médical, comme par exemple un bracelet médical qui dit je vis avec le diabète de type 1, bien entendu, pour gérer des situations à risque, des situations comme on fait un coma sur la voie publique. Est-ce que ça va permettre aux ambulanciers de diagnostiquer les choses plus rapidement? Puis pour simplifier les choses, il y a la moitié des gens qui portent un bracelet et l'autre moitié qui n'en portent pas, en fait 60-40 dans les pourcentages exacts. Et puis, les patients qui n'en portent pas nous ont dit des choses qui étaient tout à fait valides. Si je porte un bracelet médical, je pourrais être jugé, par exemple au travail, être considéré comme une personne auquel on ne devrait pas donner la promotion et ainsi de suite. Et là où on pensait que les personnes qui porteraient une pompe insuline ou un capteur, qui sont des marqueurs assez visibles du diabète de type 1, porteraient moins de bracelets, mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a vu l'inverse. Donc, ça permet de discuter de ce genre de choses-là et, par exemple, peut-être d'aller voir la RAMQ pour dire un identifiant médical, si on admet qu'il est utile, ce qui est probablement le cas, on devrait le rembourser. Maintenant, la recherche, ce n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'observer, c'est des fois intervenir. Alors, dans le développement des pancréas artificiels qui a permis d'avoir ce moins d'hypo, moins d'hyper et une moindre charge mentale avec une automatisation, on a vu deux grandes familles qui ont émergé. Il y a les familles qui ont été développées, validées dans les essais cliniques qui ont été décrits avant avec toutes les phases qui sont ceux approuvés par Santé Canada. Puis il y a un certain nombre de patients qui ont trouvé que le processus était trop long,
trop lent. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un processus qui peut prendre de nombreuses années et qui ont développé leur propre système avec aussi la volonté d'être capable de personnaliser le plus possible ces systèmes. Alors on les appelle do it yourself ou open source, fait maison versus le commercial. Et quand on compare les résultats, on est la seule équipe pour l'instant qui avons comparé face à face ce qui a été approuvé par Santé Canada et ce qui est actuellement disponible mais pas approuvé et validé par Santé Canada. On voit que les patients qui utilisent les versions faites maison ont un contrôle glycémique, la partie dans la zone verte, le temps dans la cible, qui est le nombre de minutes passées par jour dans la cible, 1% du temps c'est 15 minutes, hein, est un peu supérieur aux versions commerciales, mais là il peut y avoir un biais, c'est toujours important en recherche d'éliminer les biais, le fait que là on a observé les gens qui avaient déjà fait le choix d'avoir une version maison versus ceux qui avaient fait le choix d'avoir une version commerciale et donc on crée au départ un biais. Peut-être que les gens qui ont une version maison sont infiniment plus motivés à aller chercher des options qui ne sont pas disponibles dans les versions commerciales. Mais on voit aussi que cette un peu meilleure contrôle 7% de plus, donc c'est quand même à peu près 2 heures de plus presque 2 heures de plus par jour de meilleur contrôle glycémique, se fait en bas dans la partie rouge aux dépens d'un petit peu plus d'hypoglycémie, à peu près 30%, 30 minutes d'hypoglycémie de plus par jour. Alors, aussi, on peut, après ça, faire ce qu'on appelle des essais randomisés contrôlés. Alors ça, c'est la seule façon de contrôler tous les biais. C'est-à-dire qu'on s'assure que ça n'est ni le patient, ni le chercheur qui détermine quel traitement va recevoir le patient. Et même dans certains cas, on parle de double aveugle. On s'assure, dans certains cas, que ni le patient, ni le médecin ne savent quel est le traitement. C'est par exemple ce qu'on fait avec des traitements par comprimé. On va donner à la moitié du groupe une pilule qui est le médicament efficace, puis l'autre moitié un placebo qui est quelque chose en apparence identique mais sans principe actif. Ici, ce n'est pas un essai en double aveugle, c'est un essai qui a permis de valider la validité de ce que font beaucoup de patients avec la lecture en continu de la glycémie. Si on regarde les recommandations de Santé Canada, des Américains, des Européens, on dit qu'il ne faut surtout pas traiter les hypoglycémies tant qu'on n'est pas en hypoglycémie, donc en bas de 4, et il faut prendre 15 grammes de glucides toutes les 15 minutes. On s'entend qu'il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour imaginer que si cette règle était valide chez tout le monde, les grands, les petits, les gros, les minces, les adultes, les enfants, le matin, le midi, le soir, avant, après le repas, à l'activité physique, sans activité physique, le jour, la nuit et ainsi de suite, ça serait merveilleux que je ne connaîtrais aucune autre règle qui soit universelle, qui s'applique comme ça chez tout le monde. Alors en observant, je vois encore beaucoup de patients, ce que les patients font. J'ai vu que les patients, d'une façon tout à fait justifiée, quand ils pensaient que l'hypoglycémie s'en venait d'une façon imminente, eh ben, ils se traitaient avant que d'arriver au seuil de l'hypoglycémie. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? On a vu qu'en testant cette hypothèse, en le faisant au laboratoire, dans des conditions un petit peu artificielles, mais qui permettaient de contrôler les choses, on a vu que quand l'hypoglycémie était imminente, donc quand la glycémie descend d'une façon très très rapide, se traiter au-dessus de 4 permettait non seulement de prévenir certains épisodes, mais en réduisait aussi la durée. Je parle bien ici d'hypoglycémie qui semble tout à fait inévitable, c'est-à-dire par exemple on est à 5 ou à 4,5 avec la glycémie qui descend à toute vitesse. Donc on a validé ce que des patients faisaient pour montrer que ça fonctionnait. Pour être très honnête, on a fait la même chose dans une autre chose que j'observais les patients faire, qui est que plus je diagnostique mon hypoglycémie bas, mettons à 3, je vais m'autoriser à prendre plus de glucides qu'à 3,5. On a testé 16 grammes et 32 grammes à ces deux seuils et là, on n'a pas vu le bénéfice qu'on s'attendait à avoir. Donc, des fois, ces essais sont utiles, soit pour confirmer que les patients ont pris de bonnes habitudes, et en l'occurrence, là, c'est le cas, ou que dans d'autres cas, qu'en fait, malheureusement, quand on diagnostique une hypoglycémie bas, qu'on prenne 16 ou 32 grammes, on va malheureusement passer presque une demi-heure en hypoglycémie et être quasiment garanti de devoir reprendre une deuxième fois des glucides, malheureusement. Ça ne veut pas dire que les patients n'ont pas raison de faire ça, ça veut juste dire que d'en prendre plus ne donne pas le bénéfice espéré, malheureusement. Alors, est-ce que maintenant on peut envisager de guérir le diabète de type 1? Alors, pour comprendre ça, il faut voir qu'on a actuellement
deux stratégies qui sont disponibles, la transplantation de pancréas ou la transplantation d'îlots. De moins en moins, on fait des transplantations de pancréas parce que ce qu'on fait, en fait, on récupère le pancréas, on isole les îlots et on les injecte directement juste en dessous du foie. Ça permet d'éviter une chirurgie importante et ça permet de vraiment, les îlots peuvent aller s'installer dans le foie et fonctionner. La limite de tout ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de donneurs. C'est comme les foies, comme les reins, comme le cœur. Il faut que le pancréas soit disponible, il faut qu'il ait été récupéré à temps, il faut qu'il soit fonctionnel encore, il faut qu'il soit compatible. Il y a quand même, bien sûr, les gens vont avoir une réaction de rejet si on ne donne pas de traitement immunosuppresseur, mais il va falloir quand même qu'il y ait une certaine compatibilité. Donc, on manque de donneurs. On va devoir prendre des immunosuppresseurs à vie, dont par exemple de la cortisone à vie, qui est quelque chose qui fait monter la glycémie. Et donc, c'est des procédures que l'on réserve généralement à des cas très particuliers, comme par exemple les gens qui ont déjà eu malheureusement besoin d'une greffe de rein et qui ont, parce qu'ils étaient en dialyse et leur rein avait été abîmé par le diabète. Et à ce moment-là, on peut le faire. Ça n'est pas la seule indication, mais c'est une des indications. Maintenant, à droite de la diapositive, on voit émerger toute une nouvelle thérapie qui est de produire des cellules, des îlots, qui vont être produits en laboratoire. On a des cellules souches qui sont capables d'être transformées en à peu près tout, une cellule de cerveau, une cellule de cœur, une cellule de rein, mais aussi une cellule bêta. Et il y a une compagnie qui a une étude vraiment assez avancée où on a transformé ces cellules embryonnaires en îlots qui produisent de l'insuline, qui sont bien régulés par l'insuline. Et donc là, au lieu d'attendre que quelqu'un malheureusement décède, eh bien, on va pouvoir greffer ces îlots qu'on va produire au laboratoire, exactement comme on produit au laboratoire de l'insuline. Exactement, ce n'est pas le même processus, mais avec la même philosophie d'une production industrielle, contrôlée dans tous les sens du terme. On est capable d'avoir des contrôles sur la qualité et sur la quantité. Alors ça, ces études-là, quand on regarde les données disponibles actuellement, les résultats sont très, 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 très encourageants et on peut s'attendre à ce que Santé Canada va donner un accord pour ce genre de traitement-là d'ici 2 ans à 3 ans maximum. Les données sont vraiment très, très encourageantes, peut-être un petit peu avant, mais 2 à 3 ans, c'est un délai qui est crédible sans qu'on puisse le promettre. Mais là encore, on doit prendre des immunosuppresseurs. Alors, les compagnies essayent de développer d'une façon importante des versions qui feraient qu'on n'est pas obligé de prendre des traitements immunosuppresseurs parce que les traitements immunosuppresseurs, c'est de la cortisone qui fait un peu monter la glycémie. C'est quelque chose qui va réduire notre capacité à se défendre contre les infections. Et on sait chez les gens avec un traitement immunosuppresseur que certaines formes de cancer sont un petit peu plus fréquentes. On surveille d'une façon attentive pour être capable de les détecter tôt, mais quand même, il peut y avoir ça. Et donc, par exemple, récemment, une compagnie qui avait lancé une étude en mettant ces cellules souches dans des petites capsules qui évitaient de prendre des traitements immunosuppresseurs, a dû interrompre l'étude, pas parce que c'était toxique, mais parce que l'étude montrait que les petites capsules ne produisaient pas d'insuline et donc probablement que les cellules n'étaient pas capables de survivre ou étaient détruites par le système immunitaire malgré la petite capsule. Donc, on ne sait pas quand ces choses-là seront disponibles, mais on est à peu près certain qu'on sait maintenant la direction dans laquelle il faut aller. Et vous voyez, il y a des fois des recherches qui donnent des résultats rapides, puis d'autres qui doivent s'arrêter et prendre un grand pas de recul. Puis je vais m'arrêter là compte tenu de l'importance du temps pour répondre éventuellement à certaines questions si vous le souhaitez en poser. Merci beaucoup, Dr. Rabassa-Lorette. Beaucoup d'informations, beaucoup d'espoir aussi, beaucoup de bonnes nouvelles et aussi des challenges, ça c'est sûr. Alors, est-ce que nous avons des personnes ici qui ont des questions? Si vous voulez lever la main ou les écrire dans le chat. On n'a pas de questions dans le chat pour le moment, mais je vous encourage de poser vos questions si vous en avez.
Par exemple, pour lancer les choses, je voulais dire qu'il y a des fois des études qui nécessitent, comme celle par exemple pour la greffe d'îlot ou celle que j'ai parlé avant pour traiter les hypoglycémies, de venir au centre de recherche, hein. Même pour la greffe d'îlot, les gens devaient être opérés, c'était sous la peau du ventre, sous les muscles du ventre, mais au-dessus du péritoine qui est le grand sac. Donc bien sûr, là, dans ce cas-là, les patients, les patientes devaient même avoir une anesthésie pour poser. Quand nous, on fait les études avec euh, l'hypoglycémie. On en débute maintenant pour essayer de ralentir le risque des maladies rénales ou une étude subventionnée par Percé DT1 avec mon collègue Ahmad Haïdar à McGill où on va essayer de voir si un cousin très proche de l'Ozempic peut aider certaines personnes avec le diabète de type 1. Il faut se déplacer au centre de recherche, c'est obligatoire. Mais il y a d'autres recherches, comme par exemple le registre Better. Là, les gens peuvent soit nous donner 15 minutes, soit nous donner 30 minutes de plus, soit encore nous donner un 45 minutes de plus. Là, à chaque fois, ça s'ajuste, ça s'ajoute, mais on peut faire les choses qu'on peut faire depuis chez soi comme on veut. Il y a d'autres types de recherches, par exemple, comme certaines qu'on mène, qui visent à développer des outils pour permettre aux patients de tirer le meilleur profit des traitements qu'ils ont. Et donc ça s'appelle support. Ça fait aussi partie du programme Better. C'est aussi en partie supporté par Percé DT1. Eh bien, il y a des façons d'aller regarder comment on va implanter ces éléments-là, comment on va faire en sorte que les gens se l'approprient le plus possible, comment la recherche aussi nous amène à prendre en compte les commentaires des patients. Donc, par exemple, on nous a récemment demandé d'ajouter sur cette plateforme un cours sur le ramadan, parce qu'il y a des gens pour Ouais. qui c'est important d'essayer de gérer et tout ça. Puis je ne le dis pas pour être provocateur par rapport à nos grands voisins du Sud, mais je fais partie des gens absolument convaincus qu'on doit avoir ce genre de choses-là, ou toute la réflexion qu'on a autour du dépistage. On ne va pas faire du dépistage chez tout le monde, à mon avis. Il y a, et ça sera tout à fait licite, un certain nombre de parents ou de frères et sœurs de personnes qui vivent avec le diabète de type 1 qui vont dire, ben, moi, ça ne m'intéresse pas d'être dépisté comme ça, tout comme un homme de mon âge peut décider ou pas de faire une coloscopie, une femme, une mammographie, et ainsi de suite. Il peut y avoir tout un tas de critères là-dedans pour décider. Tout ça pour dire, on peut faire de la recherche à partir de son ordinateur ou de son téléphone cellulaire sans forcément devoir vaincre les cônes oranges et l'enfer du stationnement au centre-ville. Et puis, on peut faire de la recherche des fois parce que on est motivé pour un problème particulier. Par exemple, une partie de notre programme de recherche que je n'ai pas mis là est autour de réduire le risque d'hypoglycémie à l'activité physique, qu'on ait un pancréas artificiel ou qu'on soit aux injections. Si on est sportif et qu'on fait pas mal d'hypoglycémie, on va peu avoir envie de participer à ces études-là de façon plus importante pour interagir avec l'équipe de recherche. Puis enfin, il y a une catégorie de patientes qui sont particulières, qu'on appelle les patients partenaires. Par exemple, dans Better, c'est vraiment un registre qui a Ouais. été construit avec des patients pour les patients et où les patients soulèvent des questions de recherche, ce que j'ai montré brièvement sur le fait ou pas de porter un identifiant médical quand on vit avec le diabète. C'est une question d'un patient qui est vraiment partie de là et on continue, on vient de refaire un sondage pour aller un petit peu plus loin, pour aller plus loin. Ça, c'est des patients qui posent des questions de recherche. Il n'y a aucune obligation de devenir un patient partenaire, mais il y a un guide sur le site de Better qui est d'ailleurs utilisé par plein d'autres choses pour expliquer ce que c'est qu'un patient partenaire, qui est quelqu'un qui va apporter son expérience, poser des questions de recherche, dans certains cas, même coécrire des papiers avec nous, les analyser. Et des fois, les patients nous ont donné des hypothèses qu'on n'avait pas, que ce soit pour poser des questions de recherche ou même pour analyser des données. Alors, je vois qu'il y a des choses qui sont rentrées dans le chat. Est-ce qu'il est possible que les traitements puissent être commercialisés dans moins de 3 ans pour les enfants, par exemple pour les cellules souches? Probablement pas pour les enfants au début. On s'attend vraiment à ce qu'au début, ce soit vraiment pour les adultes que ce soit autorisé. Et non seulement pour les adultes, mais pas pour tous les adultes. On s'attend à ce que ce soit pour les adultes qui font beaucoup d'hypoglycémie sévère, donc ces épisodes qu'on ne peut pas traiter soi-même, incluant bien sûr ceux où on perd connaissance de façon répétée
malgré un traitement bien conduit. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de lecteur en continu de la glycémie avec une alarme, il faudrait qu'on l'ait essayé avant. Quelqu'un qui est éligible, qui pourrait avoir un remboursement pour un pancréas artificiel, il faudrait l'avoir essayé avant. Donc, il y aurait cette première catégorie de patients qui, malgré tous ces traitements, auraient tendance à faire des hypoglycémies sévères. Et je parle ici de patients adultes. Et puis, deuxièmement, la deuxième catégorie, ça serait les patients qui ont déjà eu une greffe par ailleurs. Une fois qu'on aura acquis une bonne expérience qu'on appelle la phase 4 au début avec ça, il est probable que Santé Canada élargira d'abord les indications chez les adultes. On pourrait imaginer, puis là je spécule complètement, que quelqu'un qui est complètement tanné par son diabète, ce que j'appelle le diabète, le type 1 burn-out, là vraiment on est complètement tanné par tout ça, pourrait devenir ça, et seulement ensuite dans une autre phase chez les enfants. Souvent, pour caricaturer et pour simplifier les choses, il faut 10 ans entre l'apparition d'un nouveau traitement avec des risques chez les adultes et que ça existe chez les enfants pour ça. J'essaye de regarder ça. Bon, il y a des gens qui me disent Il n'y merci, a mais ça, pas, c'est moi. oui, C'est c'est moi ça. Il n'y a qui pas beaucoup de questions. j'ai C'est pas, juste je ben, fais pas un des d'effort. C'est ma commentaires. passion. Mais un des commentaires que j'apprécie ici d'Isabelle, qu'elle dit elle a participé à une recherche sur l'activité sportive avec Better et cela m'a donné beaucoup d'outils pour être active au quotidien et réduire les hypos. Alors aussi, on contribue à la science, mais aussi on reçoit des bénéfices aussi. Alors oui, oui, tout à fait. L'autre jour, j'ai invité une patiente à parler dans un grand congrès à Paris, puis elle expliquait un peu ce que Isabelle met là. Elle disait que les selles de nos vélos, parce qu'on fait ça sur des vélos stationnaires souvent, parce que les infirmières refusent de courir derrière les patients et d'aller leur prélever un peu de sang et tout ça a été inconfortable. Mais oui, c'est aussi l'opportunité de discuter avec l'infirmière de recherche, d'interagir avec les étudiants qui sont là, de poser des questions. C'est un contexte qui est différent du soin qui permet de ramener des choses qu'on n'a pas toujours le temps de discuter au complet pour ça. Et PercDT1 fait des webinaires pour amener les choses. Type 1 Better en fait aussi. Là, je pense que c'est des éléments importants pour aller chercher des informations et surtout ne jamais croire que la solution qui est valable pour une personne est valable pour une autre. Un peu comme dans Oui. le diabète de type 1, on peut se lever 5 jours de suite avec la même glycémie, si tant est que ça soit possible, manger 5 jours de suite le même déjeuner, petit déjeuner pour les Européens qui nous écouteraient, et avoir la même dose d'insuline et avoir 5 profils glycémiques complètement différents dans la matinée. Ce qui marche pour Pierre ne marchera pas forcément pour Paul ni pour Martine et ainsi de suite. Donc il faut être extrêmement flexible et résilient dans le diabète de type 1. Mais oui, la recherche, c'est l'opportunité d'aller chercher d'autres choses. Donc, par exemple, dans les recherches qui débutent en ce moment à Montréal, il y a ces médicaments pour le diabète. Et puis, c'est des recherches qui sont en partie supportées par Percé DT1. Je suis très content. Je n'ai pas dit FRDJ depuis le début, Oui. mais ça me guette à chaque fois. Mais il y a ces médicaments qui permettent d'uriner du sucre. C'est des médicaments qui font qu'on est capable de laisser fuir du sucre au niveau des reins. Donc, en théorie, ces médicaments fonctionnent extrêmement bien dans le diabète de type 1. Mais Santé Canada a dit il n'en est pas question parce qu'il y a eu de la recherche de phase 3 qui a montré que ça faisait baisser les glycémies, un petit peu moins que ce qu'on espérait dans le diabète de type 1, il faut le reconnaître, mais surtout qu'il y avait un risque d'acidocétose, ces problèmes compliqués qui peuvent arriver avec l'acidité dans le sang, les corps cétoniques, mais qui arrivaient avec des glycémies presque normales et que donc les patients avaient du mal à les voir venir. Et donc Santé Canada a dit le rapport entre les bénéfices démontrés et le risque, même s'il est rare, mais il est grave, fait qu'on n'autorise pas de prescrire ces médicaments. Puis actuellement, il y a tout un mouvement pour dire que ça n'est certainement pas un médicament qu'on devrait prescrire à tout le monde. En fait, c'est même contre-indiqué par Santé Canada. Santé Canada nous dit qu'on ne devrait pas le faire, mais que peut-être, dans le cadre de la recherche, et sous réserve que la recherche démontre des bénéfices, il pourrait y avoir une place pour ces médicaments chez les gens, par exemple, qui ont les reins malades. Et pourquoi il y aurait une bénéfice? Parce que dans le diabète de type 2, si je prescris ce médicament à quelqu'un qui vit avec le diabète de type 2 et qui a les reins un peu malades, en moyenne, je vais retarder le risque que cette personne-là rentre en hémodialyse de 8 ans, ce qui est énorme. Gagner 8 ans par rapport à ça, c'est énorme.
Et donc, Santé Canada a autorisé dans le cadre de la recherche, et j'insiste bien seulement dans le cadre de cette recherche, et à ma connaissance, on est le seul site à l'IRCM à faire ça au Québec, mais il y a d'autres sites pour les francophones qui nous écouteraient à Toronto, à Calgary, je sais, entre autres, au Canada, à dire chez des gens qui malheureusement ont déjà les reins un peu malades, peut-être que le rapport bénéfice-risque là devient différent et peut-être que l'on peut déployer des mesures pour minimiser le risque. Tout comme un antibiotique peut donner de la diarrhée, mais si on a une maladie, ben on va quand même prendre l'antibiotique, puis on va essayer de gérer ce genre de choses-là. Donc il y a des fois des choses qui semblaient exclues, qui d'un seul coup redeviennent un peu plus intéressantes parce que on se dit, ben, chez quelqu'un qui a un rein malade, si on est capable de démontrer qu'il y a peut-être là aussi le risque de retarder, le bénéfice de retarder le risque d'entrer en hémodialyse, ça peut complètement changer le point de vue. Donc la recherche, c'est aussi comme ça des allers et retours entre des avantages et des inconvénients. J'ai cru voir passer des nouvelles Oui, il y questions. en a une ici, peut-être quelqu'un qui demande plus, c'est pas les essais cliniques, mais juste d'expliquer un peu DIY, comme le looping Alors, comparé à un Medtronic. Si on peut, on exactement. a juste Donc, 3 petites minutes, alors tout on à va fait. juste Alors, il existe clôturer avec ça. aujourd'hui 4 systèmes sur le marché qui permettent de faire ce qu'on appelle les pancréas artificiels. Il y a le précurseur Medtronic, la pompe Medtronic, le capteur Medtronic, qui est le précurseur, qui est celui qui a le plus d'expérience, mais simplifions les choses. Le capteur est un problème. Plusieurs patients ont du mal à supporter ce capteur-là. Il y a la pompe Tandem, qui est celle au Québec qui est la plus utilisée, qui fonctionne avec le Dexcom G6. Puis on a 2 pompes qui sont arrivées dans les dernières semaines, mois, Ipsomed et Omnipod, qui sont capables d'avoir ce système qui fonctionne avec un capteur qui est souvent le Dexcom, sauf pour la pompe Medtronic, et la pompe et un logiciel qui ajuste la glycémie est haute. La pompe va essayer de refaire baisser un peu la glycémie baisse, la pompe va minimiser les hypos. Ce que certains patients, ils ont fait, ce qu'on dirait en anglais, ils ont voulu faire du mix and match. Ils ont dit, moi, je veux prendre la pompe que je veux, avec le capteur que je veux et le logiciel que je veux. Alors, ils ont construit des logiciels pour ça. Ça n'est pas autorisé par Santé Canada. C'est des logiciels qui sont en accès libre, donc c'est disponible dans l'Internet. Santé Canada ne les a pas vérifiés, mais nous, on continue. On fait un certain nombre d'études. Celle que j'ai présentée, c'est la première, mais il y en a une deuxième qui est sur le point de débuter pour un peu faire quelque chose que j'appellerais le protégez-vous pour les Québécois des différentes pompes, les comparer. Et ma conviction, c'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est qu'il y a des fois, Robert, il va préférer le système fait maison, puis Martine, elle va préférer la pompe Medtronic, puis Jocelyne, elle va préférer la pompe Tandem, et puis Rosalie va préférer encore une autre. Et donc, c'est d'arriver à ce qu'on appelle dans notre jargon individualiser le traitement. C'est vraiment d'aller permettre aux personnes de choisir vraiment comment on peut avancer les choses de ce point de vue-là et puis de permettre au patient qui va vivre avec son système pendant 4-5 ans d'en choisir un plutôt qu'un autre qui va lui correspondre à lui mieux qu'un autre. Et par exemple, moi, je pense qu'il y a des systèmes qui vont être plus faciles pour l'activité physique, puis d'autres qui seront un petit peu moins adaptés pour l'activité physique, d'autres qui vont mieux corriger les glycémies après les repas et d'autres un petit peu moins bien. Certains systèmes qui peuvent évoluer avec le temps, d'autres qui sont un peu moins faciles à faire évoluer s'il y a une avancée et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment d'aller permettre aux patients de choisir mieux les choses, tout comme on choisirait une tondeuse ou une voiture en fonction de nos besoins qui ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Exactement. Ben, merci beaucoup pour cette explication. On doit clôturer comme ça ce soir. Un gros merci à vous, Dr. Rabassa-Lorette, d'être avec nous. Je encourage tout le monde qui est aujourd'hui ici avec nous, s'ils ne l'ont pas fait, d'aller sur le site de Better, de se mettre dans le registre. Et aussi, si vous voulez regarder nos essais cliniques, je l'ai aussi mis dans le chat ou c'est sur le site web de Parcer DT1 de trouver un essai clinique parce qu'il y a des essais cliniques qui peuvent vous plaire parce qu'il y a des essais cliniques aussi sur la santé mentale, sur le psychosocial, sur des affaires comme ça aussi ou que vous pouvez faire chez vous et pas aller à l'IRCM des fois ou même aller à l'IRCM si vous voulez. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous, Dr. Rabassa-Lorette. J'espère vous voir à la marche de Montréal le 8 juin. et bonsoir à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci.